Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle analyse littéraire et culturelle. Alors, oublions tout de suite le mythe populaire un peu simpliste. Non, le dandy n'est pas juste un bel homme vaguement arrogant, drapé dans un costume hors de prix. En fait, c'est bien plus profond que ça. C'est un véritable mouvement esthétique et surtout une philosophie de vie féroce et souvent très mal comprise. Aujourd'hui, on plonge ensemble dans les origines de cette figure fascinante du 19e siècle. Pour structurer notre exploration, voici notre plan. On va d'abord définir ce qu'est vraiment le dandysme. Puis, on croisera la route de ses figures emblématiques. Ensuite, on décortiquera son esthétique de la révolte, le fameux spleen, avant de voir comment Baudelaire l'a théorisé. Et pour finir, on se posera la question, le dandy existe-t-il encore de nos jours? Commençons tout de suite avec notre première grande question. Qu'est-ce que le dandysme exactement et comment l'apparence devient-elle un art de vivre? L'évolution du mot lui-même est honnêtement assez ironique. À la base, historiquement parlant, le terme vient d'une vieille ballade écossaise des années 1780. Ça se moquait d'un jeune homme un peu efféminé appelé Andrew, dont le petit surnom railleur était Dandy. Mais ce qui a commencé comme une simple moquerie sociale a été complètement retourné. C'est devenu une philosophie de vie stoïque, une éthique absolue où le but ultime est de faire de sa propre vie et de sa propre personne une œuvre d'art méticuleusement construite. Et ce mouvement, il ne reste pas figé. Il connaît un glissement à la fois géographique et temporel vraiment captivant. On part des origines londoniennes marquées par une très grande sobriété dans les années 1780 pour ensuite traverser la Manche. Et là, boum, le dandysme explose en couleur et en excentricité sur les grands boulevards parisiens autour de 1830. Il finira par marquer profondément toute la fin du 19e siècle jusqu'à son apogée pendant la Belle Époque. Passons maintenant à notre deuxième point. Les figures emblématiques, ces pionniers qui ont posé les règles de cette élégance si particulière. Alors, d'un côté, on a le père fondateur absolu, le Britannique George Brummel, surnommé Beau Brummel. Lui, il incarne une sobriété presque agressive. C'est le stoïcisme poussé à l'extrême. Il refuse catégoriquement de montrer la moindre émotion et il dicte carrément les lois de la mode londonienne par son seul mépris. Ironiquement, il finira ses jours totalement ruiné et dans la folie en France. Et justement, en parlant de la France, en contraste total avec Brummel, les années 1830 voient débarquer ce qu'on appelle les lions de Paris. Eux, ils sont extravagants, bariolés, très théâtraux. Ce sont vraiment deux interprétations diamétralement opposées d'une seule et même obsession, se distinguer de la masse. Mais attention, adopter une posture, c'est bien, mais pour marquer l'histoire, il faut des théoriciens. C'est là qu'intervient Jules Barbé d'Aurevilly. Il a joué un rôle crucial en donnant une véritable épaisseur intellectuelle à ses premiers dandys, élevant leur attitude au rang de philosophie pure. Petite parenthèse au passage, même si Oscar Wilde est évidemment l'icône mondiale indéniable du dandysme qui vient tout de suite à l'esprit, notre analyse se concentre ici vraiment sur les fondations. On s'intéresse aux tout premiers pionniers franco-britanniques qui ont véritablement créé le concept. Ce qui nous amène tout naturellement à notre troisième axe, l'esthétique de la révolte, ou comment le dandy se positionne face à la société bourgeoise. Pour bien comprendre le dandy, il faut saisir ce qu'il déteste. Et il rejette en bloc, avec une insolence totalement assumée, toutes les valeurs bourgeoises du 19e siècle. Le culte du travail, le profit, le progrès technique effréné, la démocratie de masse, ça lui inspire un mépris abyssal. À la place de tout ça, il érige ce qu'on appelle l'oisiveté aristocratique. Et soyons clairs, ce n'est absolument pas de la paresse. C'est une inactivité délibérée, très hautaine, qui est brandie comme un bouclier, une arme même, contre une société qui est devenue complètement obsédée par l'utilité et la rentabilité. Ce paradoxe fascinant est parfaitement résumé par une formule très célèbre d'Albert Camus, dans L'homme révolté. Le dandy ne peut se poser qu'en s'opposant. Et c'est exactement là que réside toute la tragédie de cette figure. Toute son existence, toute son identité repose sur une rébellion contre l'ordre établi. En gros, si on retire le miroir de la société bourgeoise à laquelle il s'oppose, eh bien, le dandy disparaît tout simplement. Il a besoin des autres pour exister, même si c'est pour les mépriser. Abordons maintenant notre quatrième point, spleen, modernité et séduction. Au cœur de tout cela, une obsession maladive de l'apparence. C'est super intéressant d'observer la dynamique de genre chez les dandys, car c'est d'une immense subtilité pour l'époque. En fait, ils s'approprient la vanité, l'obsession du vêtement, qui était un trait historiquement étiqueté comme féminin, et malheureusement souvent dévalorisé au XIXe siècle. Mais ils le transforment. En contrôlant leur esthétique avec une rigueur absolue, presque militaire, ils métamorphosent cette vanité en un stoïcisme froid, perçu à l'époque comme hautement masculin.
C'est pour eux une manière de s'élever au-dessus de la simple nature animale. Et cet idéal, il se résume à une exigence assez terrifiante quand on y pense, vivre et mourir devant un miroir. Attention, ce n'est pas du petit narcissisme de bas étage, pas du tout. C'est une tension morale de chaque instant. C'est l'art épuisant de se sculpter soi-même, sans jamais relâcher ses efforts, tout en sachant qu'on est constamment sous le regard implacable du monde extérieur. Nous voici à la 5e section, comment le grand poète Charles Baudelaire a théorisé le dandy et lui a offert son élévation poétique. Baudelaire, c'est celui qui va donner au dandy sa justification philosophique ultime à travers son concept de la modernité. Mais qu'est-ce que la modernité pour Baudelaire? C'est la capacité d'extraire la beauté éternelle et invariable à partir des éléments éphémères et fugitifs de la mode du moment. Et le dandy, c'est l'incarnation même de cette quête. Il utilise un objet aussi passager qu'un vêtement ou une cravate pour atteindre une forme de grâce, une souveraineté totalement intemporelle. Pour illustrer ça, il y a cette citation magnifique de Baudelaire. Il écrit « Le dandysme est un soleil couchant. Comme l'astre qui décline, il est superbe, sans chaleur et plein de mélancolie. » C'est une image tellement poignante. Elle capture l'essence pure d'un mouvement qui est, au fond, voué à l'échec. C'est une beauté glorieuse, digne, mais qui reste désespérément glaciale et impuissante face au grand rouleau compresseur de la révolution industrielle en marche. Terminons avec notre conclusion et cette question qui s'impose naturellement. Le dandy a-t-il encore sa place dans notre monde actuel? Le dandysme peut-il seulement survivre face à l'industrie de la mode de masse? C'est une question volontairement un peu provocatrice. Réfléchissons-y un instant. Si l'essence même du dandy, c'est l'individualisme poussé à l'extrême, le refus des normes et la distinction absolue, comment peut-il exister à l'ère de la fast fashion et des réseaux sociaux? Aujourd'hui, la moindre tendance, la moindre tentative d'originalité est instantanément digérée, copiée et reproduite par des millions d'individus en l'espace de quelques heures. Pour clore cette réflexion, l'auteur américain Glenn O'Brien nous propose une piste assez saisissante. Il affirme qu'un homme qui refuse l'uniforme est un héros à sa manière. Et c'est peut-être là que se cache la vraie réponse. Le véritable héroïsme moderne, le nouveau dandysme, ça ne réside plus dans l'art de nouer parfaitement sa cravate. C'est devenu le courage purement intellectuel de refuser l'assimilation. C'est l'injonction de préserver sa propre souveraineté, son individualité face au troupeau. Une pensée qui, assurément, redonne au mot élégance tout son poids philosophique. Merci de nous avoir suivis dans cette exploration.